Bonjour, bienvenue au Musée de la Civilisation. Je suis Françoise Guénette. La série Bouleversement a été imaginée au tout début de la pandémie l'an dernier, alors que l'avenir semblait tellement incertain, d'où cette question qu'on s'est posée, jusqu'à quel point notre rapport à la société, à la culture, à l'économie, à la politique va être changé par cette crise planétaire. Alors, un an plus tard, évidemment, on n'a qu'une partie des réponses. Et aujourd'hui, nous interrogeons précisément notre rapport à la culture. Pour les artistes, vous le savez, la COVID-19 a été absolument catastrophique. Elle a mis en lumière la déficience des modèles d'affaires actuels, la fragilité des arts vivants, surtout la précarité financière des individus. Alors, comment faire ramener le public, un public qui a été confiné longtemps dans les salles? Que deviendra le lien, au fond, entre le public, les citoyens et la culture pour le théâtre ou pour d'autres formes d'art? Est-ce que, comme citoyens québécois, nous sommes prêts à vraiment encourager et soutenir la culture que nous produisons ici? Alors voilà, comme toujours, deux personnes pour répondre à toutes ces questions, une experte et un artisan, un homme de terrain. Voilà, allons les rejoindre. Odile Tremblay, bonjour. Alors, je vous présente, vous êtes journaliste culturelle au Devoir depuis 1990 quand même, et vous avez depuis un an, chaque semaine, commenté les défaites et les espoirs du milieu culturel. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Notre deuxième invité, Jean-Philippe Joubert, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes dramaturge, metteur en scène, directeur général de Théâtre Jeunesse Les Gros Becs, qui est un organisme de diffusion basé à Québec et qui rassemble 5 compagnies de théâtre, dont la vôtre, Nuages en pantalon, que vous avez fondé il y a déjà 20 ans. Alors, je reviens un petit peu à ce rapport qui a été publié en mars dernier par un regroupement de plusieurs organismes culturels, dont l'Union des artistes, la Guilde, et ça s'appelait « Le plaidoyer pour que les arts vivants demeurent ». Et ça a été fait à la suite d'un sondage auprès de plus de 2000 artistes et artisans culturels, et ça donnait un portrait extrêmement sombre, avec 64 % de détresse psychologique parmi les membres de ces 7 regroupements-là. 24 % des emplois du secteur auraient disparu depuis un an, des abandons, des reconversions forcées, bref, de grandes pertes de talent et d'expertise. Mais j'aimerais savoir, pour commencer, comment vous avez personnellement vécu cette dernière année de pandémie. Odile, pour vous? D'abord, j'ai trouvé que ça avait changé énormément de choses sur la scène artistique, mais quand j'ai regardé le sondage, on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose d'aussi catastrophique. On savait que ça n'allait pas bien, mais de voir ces proportions-là par rapport à la population générale, c'est énorme, le fossé qu'il y a. Et donc, on ne peut s'empêcher de se dire que, oui, c'est à cause de la pandémie, mais que ça a commencé avant et que c'est à un moment donné, quand c'est dans des proportions pareilles, c'est que c'était déjà fragile. Pas uniquement parce que beaucoup sont dans des situations financières précaires, ce qui est le cas, là, mais aussi parce que les arts eux-mêmes sont fragiles. C'est pas quelque chose au Québec c'est pas toujours aimé comme il se devrait. Puis il y a aussi toutes les grandes plateformes qui sont en train d'occuper une grande partie du monde du divertissement. Donc, oui, il y avait déjà des grandes mutations et la pandémie a accéléré tout ça et ça a été comme affolant à suivre. Oui. Jean-Philippe, ici, Québec, milieu culturel, théâtre, comment vous l'avez vécu? Quand j'ai lu le rapport, ça correspondait aux discussions que j'ai avec mes amis qui sont, disons, travailleurs autonomes, vraiment. Là. Moi, j'ai des responsabilités de gestion, là, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, mais oui, j'ai des amis qui m'ont dit moi, je prends des antidépresseurs ou j'ai passé une bout de toffe. Puis, il y a eu... Quand on voyait le critère là, de plus de 2 semaines à pu vouloir faire ce job-là, là, je vous dirais qu'il y a un petit bout où je me serais classé là-dedans aussi. Là. C'était, parce que j'essayais de maintenir mes activités de création, c'était extrêmement difficile et extrêmement difficile. C'est l'insécurité de ne pas savoir, l'incertitude, pardon, de ne pas savoir où on s'en va exactement, quand, comment, puis de changer éternellement des plans, de plans, de plans. Ça, c'est du côté artistique. Du côté de la gestion, bien, j'ai jamais autant travaillé, là.
pour essayer de sauver le plus de monde, de donner le plus de travail, de s'assurer que les gens, au début, c'était ça, là, on appelait individuellement chaque artiste. Est-ce que tu as vu les critères de la PCU? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as besoin d'aide? Alors, ça a été énormément de travail. Il y a plusieurs mois où j'ai très, très mal dormi. Et puis, à un moment donné, on a commencé au moins à se donner des perspectives de 3 mois en 3 mois. J'ai dit à l'équipe de Gros Bec, maintenant, on va planifier sur 3 mois. Je ne fais plus de budget annuel. J'ai dit à mon CA, il n'y a plus de budget annuel. Je budgète sur 3 mois. Puis on verra après. Voilà. Et ça a diminué un petit peu, je dirais, l'angoisse. Et ça a permis de se mettre en action peut-être de façon plus concrète. Voilà, on reviendra sur ce que vous avez réussi à faire depuis 1 an, malgré ça. Mais l'impression qu'on a, c'est que ça a été à géométrie variable, hein, les effets de la pandémie, que certains secteurs culturels s'en sont beaucoup mieux sortis que d'autres. Je pense à la littérature ou même à la télévision, même au cinéma. Il y a plusieurs tournages qui ont eu lieu avant que les films soient diffusés. On commence à les voir maintenant. Mais les arts vivants, le théâtre, la danse, tout ça, semblent avoir souffert beaucoup plus. Comment vous l'expliquez, Odile? Bien, évidemment, la littérature, d'abord, les gens se sont mis à lire un peu plus et donc les librairies pouvaient envoyer les livres. Eux autres, les problèmes qu'ils ont eus, c'est que leur budget d'expédition de livres a été énorme. Donc, c'est d'autres considérations qui se sont jouées, mais tout ce temps-là, les gens ont pu lire parce qu'ils n'avaient rien à faire un grand bout de temps. Donc, la littérature, c'est pas celle qui a le plus écopé. D'ailleurs, c'est une bonne chose si quelques personnes qui lisaient très peu se sont mises à lire. On n'ira pas s'en plaindre. Et puis, évidemment, le cinéma, ils ont été fermés, mais ils ont été fermés moins longtemps que les salles de spectacle, les théâtres, que l'opéra, que toutes les salles d'art vivant. Et puis, c'est pas les mêmes paramètres parce que l'art vivant, d'abord, il y a des gens sur scène, forcément. Et alors que le cinéma, c'est quand même un art qui est déjà dématérialisé. Et c'est pas la même chose, mais il y a le problème des jauges. Si les salles peuvent à peine contenir quelques spectateurs, déjà, les bouts que ça a repris... je suis allée au théâtre, moi, à l'automne, quand ça a repris, mais enfin, entre vous et moi, on n'était pas nombreux. Et puis, ils ont fermé vite. Donc, c'est sûr que les arts vivants sont ceux qui ont le plus écopé parce qu'ils ont été les moins présents. Oui. Et ils ont essayé de se réinventer, évidemment. Il y a eu des captations pas toujours réussies parce qu'il faut aussi réinventer des médiums si on veut présenter les spectacles vivants autrement. Il faut réinventer les médiums. Ça n'a pas encore été fait vraiment autant que ça aurait... Ça n'a pas été transformé autant que ça aurait dû. Mais c'est sûr que les arts vivants... c'est eux qui ont le plus souffert. Puis on entendait des artistes. Moi, je parlais des artistes. Puis il y en a, j'entendais, qui disaient à quoi bon aussi. On était tous en état de panique. Ils disaient à quoi bon l'art. Au fond, tout le monde nous dit que c'est important parce que c'est la santé. Il y a des gens qui mouraient au début, beaucoup, plus encore, surtout dans les CHSLD. Et puis là, les gens se sentaient comme impuissants avec l'art, surtout au départ. Oui. Et là, il y a eu cette espèce de flottement. Tu sais, est-ce qu'on veut revenir? Est-ce qu'on voit ailleurs? Est-ce que... Tu sais, à quoi bon? J'ai vu un désespoir aussi du côté de presque philosophique de l'art. Pas uniquement qu'est-ce que je vais faire demain, moi, avec mon art, mais quelle est la place de l'art dans nos vies? Quelle est la place de l'art dans nos vies? C'est vraiment un service essentiel. Mais entre-temps, on vous a demandé de vous réinventer. Alors, comment vous l'avez fait au Gros Bec? Vous avez quand même réussi, même avec des échéances, une planification sur 3 mois. Vous avez lancé des projets. On commence à être capable de le faire. C'est que, tu sais, ce virus-là, il utilise le lien social pour se déployer. Ouais. Donc, c'est sûr que les arts de la scène, c'est le lien social autant dans la salle que sur scène. C'est la relation directe. Mais bien sûr. Puis, donc, avant... Si on prend ça par bloc, là, c'est sûr qu'au printemps, on était seulement dans l'urgence. Donc, est-ce que l'organisme que je dirige va survivre? Et il doit survivre parce que, par la suite, il va falloir qu'on soit encore là pour qu'on puisse continuer à pratiquer l'art. Donc, la première réaction, ça a été ça, faire survivre les organisations, faire survivre par la PCU, par exemple, pour le nommer financièrement les artistes.
Ensuite de ça, au Gros-Bec, on a mis en place très rapidement des projets estivals. Donc, on a mis en place un théâtre de parc très léger, là, un costume, là, à peine 2-3 petites affaires. Très mobile, justement. Rien. Mais on a commandé des textes, on a demandé à un metteur en scène, on a envoyé des acteurs, on les a envoyés pendant tout le mois d'août, parcourir les parcs, raconter aux familles des contes. Et puis, on a envoyé les compagnies membres sur le balcon de nos abonnés en disant « Voulez-vous les recevoir? Allez-y ». Pour mettre en action les artistes. Puis ensuite de ça, on s'est dit, bien, on nous dit qu'on va ouvrir l'automne, donc on va le faire. Et évidemment, le problème, c'est qu'il y a une mauvaise lecture et un excès d'optimisme chez tout le monde, particulièrement chez la santé publique, à mon avis, qui a fait qu'on s'est rapidement rendu compte que c'était pas une bonne idée d'ouvrir maintenant, que c'était pas sage. Et donc ça a nuit beaucoup à notre capacité de lecture de la situation. Donc, on a passé l'automne, au fond, à annuler ce qu'on avait et à se dire qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais est-ce que vous avez fait le choix de ne pas aller en numérique, de faire des captations, contrairement à d'autres théâtres? Je pense au TNM à Montréal, par exemple, un grand théâtre institutionnel. Oui. Vous avez choisi de ne pas aller, de ne pas faire de captation, de ne pas offrir ça. Donc, je pense que le théâtre passe assez mal à la caméra quand il est filmé théâtre. Je pense que c'est pas l'expérience. Nous, on travaille avec les familles, avec les enfants, et c'est surtout pas l'expérience qu'on a envie d'offrir. C'est-à-dire une expérience d'écran. Notre travail, c'est vraiment de mettre en contact. Et on a, oui, choisi au Gros-Bec une certaine ligne dure dans ça. Par contre, on a fait d'autres genres d'expériences. On a fait une expérience de conte audio. On a acheté un conte audio que des artistes de Québec ont produit, qu'on a offert aux familles pendant la relâche. Et on va continuer l'année prochaine à mettre en place, avec l'Arrière-Scène puis la Maison Théâtre, une plateforme de pièces de théâtre audio qui va être disponible comme médiation culturelle dans le milieu scolaire, par exemple. On pense que le médium audio est plus approprié pour faire passer quand même une parole dramatique sans qu'on ait la nuisance de la caméra et la froideur de l'écran. Il faut aussi penser que dans le milieu scolaire, on reçoit une vidéo sur un tableau interactif blanc là, avec des caisses de son sur le projecteur. C'était pas une option pour nous. Il y a eu quelques projets pilotes qui ont eu des réceptions mitigées. Donc, on s'est plutôt activé, nous, dès janvier, à mettre en place de la création. On a donné des cachets de création à des artistes pour venir s'installer au théâtre pendant qu'on continuait à payer les artistes qui ne jouaient pas. Hein, qu'on annulait les spectacles l'un après l'autre. Et puis, on a mis en place une série d'ateliers dans les écoles pour faire travailler un petit peu les médiatrices culturelles qu'on a, mais aussi des artistes à les envoyer dans les écoles. Le Gros Mécano fait demi-pièce. Il y a beaucoup de choses là, qui se font. Tout en refusant les captations de pièces déjà écrites, déjà montées et tout ça, vous avez choisi quand même de faire une recherche, c'est-à-dire de varier les formes de diffusion de ce que vous avez à offrir comme théâtre jeunesse. Et Odile, vous le disiez, il y a des formes à réinventer. Et alors, parce qu'on se demande qu'est-ce qui va rester de toutes ces formes-là, de toutes ces expériences-là après. Ça va finir par finir, cette pandémie. Hein? Est-ce qu'on va aller vers un mode hybride? Est-ce qu'on va aller, le TNM, j'entendais Lorraine Pintal en parler, en disant, nous, évidemment qu'on va revenir en salle, les gens attendent qu'on revienne en salle, mais on va continuer d'offrir en ligne, par exemple, des créations, des modes hybrides, en tournant autrement, vous voyez? Alors, il y a de la recherche à faire, mais est-ce que ça ouvre pas la porte à d'autres formes de diffusion, ne serait-ce que du théâtre? Odile? Bien, moi ce que je vois, c'est vraiment que beaucoup de monde, dans toutes sortes de secteurs artistiques, ils veulent garder la formule hybride. Okay? Je le vois aussi pour les festivals. Tu sais, juste les festivals de cinéma, par exemple. Mettons le Festival du Nouveau Cinéma à Montréal. Eux autres, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent rejoindre des gens en région qui ne viennent pas à Montréal et qui, de toute façon, ne voient jamais les films du festival. Donc, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient démocratiser leur programmation. Évidemment, c'est plus facile pour le cinéma parce que c'est déjà, comme on l'a dit, dématérialisé. Oui. Mais je vois d'autres festivals qui travaillent à ça aussi. J'ai bien l'impression que le mode hybride va être là pour rester. Je le crois. Je crois que l'art vivant va perdre quand même du terrain parce que tu peux pas... Si le mode hybride est là, ça va affecter aussi le public devant la scène. Et puis, je crois que avec tout ce qu'il y avait, avec les grandes plateformes qui avaient déjà pris tellement de pouvoir partout, les gens
il y a 200 millions d'abonnés à Netflix à travers le monde, puis les autres plateformes ont emboîté le pas à ce géant-là. Ils sont nombreux, les GAFAM maintenant. Et les gens se sont habitués dans leur salon. Et ça, c'est une peur que j'ai, moi. C'est-à-dire qu'il y a des habitudes de consommation qui soient devenues beaucoup plus dans le cocooning. Évidemment, moi, je ne suis pas au Québec, mais à Montréal, en temps normal, là, il y a beaucoup de monde. En ce moment, c'est désert. Mais il y a des cônes oranges, se rendre à des spectacles, c'est compliqué. Et puis, j'ai peur vraiment que beaucoup de monde ne veuille désormais rester chez eux. En fait, qu'il y ait deux vagues. Qu'il y ait la vague, moi, j'ai hâte de retourner voir du monde, puis de me coller avec le public et aussi de sentir le comédien sur scène. Je fais partie de ces gens-là. Mais je constate qu'il y en a d'autres qui se disent « Hey, oh, on est si bien dans son salon ». Et je l'entends. Et aussi, je vois qu'il y a une espèce de crainte de l'autre, mais ça va peut-être disparaître après la pandémie, en autant qu'on n'est pas en repandémie perpétuelle. On ne sait pas ce qui va arriver sur ces plans-là. La planète... on est un peu craintif, hein? C'est ça, de retrouver le contact. Oui, c'est pas juste, il y a la pandémie, mais après ça, il va y avoir des catastrophes. On sait bien qu'on ne s'en va pas vers un mieux-être planétaire. Là. Si on n'est pas fou, on comprend ça. Mais j'aimerais avoir votre avis, Jean-Philippe, sur le premier aspect. Vous parlez de démocratisation. Il y a une démocratisation réelle. Quand la pièce que vous avez montée, quand ce que vous avez écrit ou le concert, vous avez préparé, est tout à coup disponible, non seulement dans les régions plus éloignées, moins choyées du Québec, mais dans toute la francophonie ou à la limite dans la planète, quand on parle de musique, quand on parle... Est-ce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire à envisager comme diffusion de la culture québécoise? Pour les arts pour adultes, je dirais que le mode hybride, il y a probablement du bon là-dedans, justement, pour aller rejoindre du nouveau public, puis peut-être pour les amener dans la salle éventuellement. Je pense aussi que le travail que Télé-Québec a fait dans les récentes semaines, là, avec la diffusion de La face cachée de la Lune, des Hardings, etc., je pense que c'est un travail qui peut amener du monde dans la salle aussi à la fin de ça. Moi, je vois là une reprise du rôle du diffuseur public sur une vraie promotion de la culture, une vraie diffusion de la culture, celle qu'avaient les Beaux Dimanches à une autre époque. Là. Puis je ne veux pas être nostalgique des Beaux Dimanches, mais c'est quand même là, personnellement, où j'ai découvert le travail de Carbone 14 au début. Puis qu'après, je suis allé voir leur show. Parce que j'étais trop jeune au début pour vraiment, de façon autonome, me rendre à Albert Rousseau, voir Donc, Carbone 14. La télé peut servir de relais efficace pour les arts vivants. À condition qu'on ait créé... fait autrement. Si on a créé l'œuvre pour ça. Oui. Je pense que la réflexion qu'il y a eu autour de La face cachée de la Lune, elle était bonne pour le mettre sur un mode télévision. Les Hardings, c'est la même chose. Et c'est pas du théâtre filmé tout à fait. Même La face cachée de la Lune n'était pas tout à fait uniquement du théâtre filmé. Oui, mais c'était plus près de la formule théâtre. Oui, tout à fait, mais il y avait quand même d'autres éléments. Alors que les Hardings, c'était vraiment cette pièce d'Alexia Burger, était vraiment montrée d'une façon pensée pour la télévision, d'une façon extrêmement télévisuelle. Tout à fait. Mais en même temps, le texte et l'interprétation vraiment nous jeter à terre. Là. Alors, la formule hybride, il y a du travail à faire. Tout à fait. La formule hybride, ce qu'elle permet, c'est quand même d'avoir une réaction dans la salle. Oui. Parce que toute la comédie, là, ça pose un certain problème. Là. Quand tu joues la comédie sans personne pour réagir, sans montage, parce que la comédie montée, c'est autre chose, parce que c'est le monteur qui va donner le temps de réaction du rire. Mais là... on n'est pas là. Ça coûte aussi très cher. Oui. Qu'est-ce que vous dites? Odile dit il y a des gens qui ne reviendront pas par crainte. Oui, c'est ça, par crainte et aussi par confort. Parce que s'ils ont accès au même contenu des arts vivants chez eux, dans le confort de leur salon, à moindre coût, il faut le dire, il y a un aspect économique dans tout ça. Alors... Abo et Le Point de Vente font des sondages réguliers depuis le début de la pandémie. Et leur dernier rapport de baromètre dit qu'il y a 64 des consommateurs culturels, appelons-les comme ça, qui vont revenir une fois que l'immunité collective va être atteinte. Donc, il y a visiblement les 2/3 là, des spectateurs qui se disent « Moi, là, les petites jauges, puis les masques, puis tout ça, c'est non. » Quand la vaccination va avoir complété son effet, et souhaitons que, une fois que le virus sera devenu endémique, puis peut-être beaucoup moins grave, on va être capable de vivre avec, puis les gens vont revenir. Il y a des gens qui vont rester chez eux, peut-être. Moi, je suis absolument plus capable de faire de pronostics là-dessus. Oui.
C'est difficile, hein? Depuis un an, on va d'une question à l'autre, au fait, c'est ça. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des gens qui vont revenir puis des gens qui reviendront. Oui. Les proportions, c'est difficile de mesurer. Est-ce que ça se peut que ça soit générationnel, que les gens, justement, peut-être plus âgés ou qui allaient peut-être moins souvent dans les salles, restent un peu plus à la maison et que les jeunes, eux, qui ont été privés de contacts sociaux peut-être depuis un an, je pense à des jeunes adultes, à des adolescents, eux, aient davantage envie de se regrouper ou... La semaine passée, j'étais au Trident. Je suis allé voir les 2 pièces qui étaient là. La foule était aussi diversifiée que d'habitude. Ah oui? Il y avait autant... Tu sais, le spectre d'âge que je vois au Trident, c'était le spectre d'âge que je voyais dans la salle, avec de l'étudiant du cégep jusqu'à la personne retraitée. Ça vaut ce que ça vaut, là. Je suis là un soir, j'ai pas de statistiques avec ça. Mais on dirait que c'est plus des comportements individuels que des comportements générationnels. D'accord. Entre-temps, les salles ont réouvert. Vous avez recommencé à produire du théâtre jeunesse. Les salles se sont remplies. Comment ça se passe, le retour en salle pour vous, ici à Québec? Bien, le retour en salle se passe assez bien d'après ce que je vois puis ce que j'entends aussi. Les gens sont là, mais on s'entend, là. Ils sont là, on accueille au Gros-Bec. On a une salle de 240, on en accueille à peu près 70. On a à peu près 20 bulles familiales. Ça dépend de la disposition. Évidemment, nous, on a de la chance parce que la bulle familiale, c'est généralement pas 2 personnes, mais 3, 4. Donc, ça nous aide à accueillir un petit peu plus de monde dans notre petite salle. Les gens sont là. Les gens sont extrêmement heureux. Mon équipe me transmet aussi la somme des dons que les gens ajoutent à leurs billets. Ah oui? Donc, il y a une forme de solidarité qui s'exprime, là. Une vraie solidarité qui est là. Oui. Une vraie envie d'être là, de participer, d'aider. C'est sûr que les gens qui sont présentement là sont nos plus fidèles, nos plus fervents. Mais disons qu'ils font beaucoup de bien aussi, surtout les efforts qu'on a mis depuis un an. Odile, est-ce que vous pensez qu'il y a et qu'il y aura pendant les prochaines années cette espèce de mouvement de solidarité envers la culture, envers les artistes, en tout cas, pour soutenir les artistes et les créateurs? Bien, je l'espère, mais j'en suis pas certaine. Parce que, comme je vous dis, il y a l'aspect confort au foyer là, peut jouer contre la solidarité. Les gens vont penser d'abord à eux, à ce qu'ils ont envie de faire. À Montréal, là, on parlait de génération, mais à Montréal, c'est quand même plus âgé que jeune. Le public cible des théâtres, en tout cas, l'opéra aussi, même les cinémas, quand c'est du cinéma d'auteur, pas les films d'Hollywood. Donc, ici, je peux dire que c'est ça. Donc, le problème, c'est d'aller chercher les jeunes. Ça fait longtemps qu'ici, c'est le problème, d'aller chercher les jeunes. Tout le monde essaie. Et il n'est pas dit que c'est devant les arts qui vont se retrouver. Peut-être qu'ils vont se retrouver ailleurs. Je ne le sais pas. Donc, moi, je ne suis pas hyper optimiste. Maintenant, je veux l'être. Tu sais, c'est juste que je ne suis pas certaine que à cause de cette coupure-là, que ça n'aura pas un impact sur les jeunes générations, justement, qui étaient plus rétives. Oui. Mais est-ce que les jeunes ne sont pas portés aussi, on le voit en musique, vers des formes nouvelles aussi, des formes hybrides de création, y compris sur scène, des formes où on mêle musique, cirque, théâtre? Vous voyez, on le faisait déjà en théâtre jeunesse et en théâtre, mais il me semble qu'on va de plus en plus en musique aussi vers des formes un peu composites et que ça peut intégrer le numérique, c'est-à-dire que ça peut jouer, autrement dit, les codes peuvent s'assouplir et que ça, c'est peut-être porteur pour développer un public jeune. Robert Lepage le faisait déjà depuis longtemps, mais depuis bien des années. Donc, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est bien le fun. Tu sais, c'est amusant de jouer avec les médiums et ceux qui le font. C'est comme des jongleurs. On aime ça. Tu sais, donc, est-ce que ça rejoint plus les jeunes? Il y a des questions de prix aussi, de coûts, de spectacle. Évidemment, il faut être capable de gagner sa vie pour aller au spectacle. On se rend compte. Parlons-en d'argent. Écoutez, les gouvernements ont quand même versé des
centaines de millions de dollars sur le secteur culturel, autant à Ottawa depuis un an, autant à Ottawa que Québec. Ottawa avec la PCU qui est allée à des individus, à des agents libres de la culture, artistes en tout genre, mais par des programmes qui se poursuivent. Le Québec a dégagé en juin déjà un budget de 400 millions de dollars. On a ajouté près de 80 millions pour l'aide à la billetterie. Je pense que vous en avez profité au Gros-Bec. Alors, il y a eu beaucoup de programmes comme ceux-là, mais en même temps, quand la pandémie est arrivée dans le secteur culturel, on entendait, bien, c'est peut-être le moment de changer les modèles d'affaires dans la culture en général. C'est vrai pour les journaux, mais c'est vrai aussi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de financer autrement, mieux, la culture qui se fait? Il faut aider les artistes. Au Canada. Il faut aider les artistes directement. Ça c'est clair. Évidemment, on comprend qu'on ait des institutions. C'est évident qu'il faut aider les institutions. Tant mieux. Est-ce qu'aider les institutions, ça suffit à aider les artistes? Non. Il faut aider aussi les artistes, mais des fois, ils sont difficiles à rejoindre. S'ils font partie d'un spectacle qui est annulé, c'est clair. Là. On a tant d'artistes qui faisaient partie du spectacle annulé. C'est facile à calculer, mais d'autres fois, ils n'avaient pas de spectacle de prévu, ils étaient en attente, ils ne l'ont pas eu. Donc, c'est disséminé, c'est quelque chose c'est des fils ténus, comment rejoindre les artistes. Et oui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme les intermittents en France? Tu sais, les autres, il y a des modes de financement des artistes pour pas qu'ils soient toujours à la merci là, de l'appel téléphonique qui ne vient pas, puis qu'ils ne puissent pas travailler leur art aussi un peu tranquillement sans avoir peur. Là. Si la moitié a voulu chercher de l'ouvrage là, ailleurs, c'est qu'ils sont effrayés. Ils ont peur de ne pas trouver d'ouvrage. Mais pourtant, on a lu que plus de 60 ont obtenu la PCU. On s'entend, là, c'était pendant 7 mois en tout. L'idée, c'est, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à une forme de filet social pour les artistes en général, que ce soit le mode des intermittents du spectacle en France ou un autre mode? Comment y arriver? Est-ce que ça doit se faire en parallèle avec le changement du statut de l'artiste, qui est l'objet d'une loi en étude maintenant, Jean-Philippe? C'est clair que le problème de l'artiste, c'est les trous dans le travail qu'il peut trouver. Puis même les artistes qui travaillent beaucoup, là, il y a nécessairement des trous à certains endroits. Donc, la continuité de la rémunération, en quelque sorte. Ce qui fait que quelque chose qui vient pallier au vide, appelons ça là, une admissibilité à l'assurance-emploi, là. Oui, ça, je pense que... Puis même par équité par rapport aux autres travailleurs d'autres secteurs, je ne vois pas pourquoi les artistes n'auraient pas ce genre de filet social. Cela dit, la question des intermittents, la grande difficulté de ça, c'est où la ligne qu'on tranche sur les artistes qu'on soutient? Ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à... Quelle personne qui fait vraiment ça à temps partiel, finalement? Oui. Parce qu'il y a ça aussi. On parle d'artistes, mais on devrait inclure les techniciens, les artisans, tous les travailleurs culturels. Bien sûr, on a besoin, la même insécurité financière. On a besoin de tout ce monde-là. Voilà. Donc, le modèle des intermittents me semble assez imparfait, personnellement, dans les échanges que j'ai eus avec les gens qui en profitent. Résumez un petit peu qu'est-ce que c'est que le modèle des intermittents. Vous le connaissez mieux que moi. Oui, bien, l'idée, c'est d'accumuler, grosso modo, c'est d'accumuler un certain nombre d'heures de travail dans un secteur culturel qui te permet d'avoir, appelons ça une assurance-emploi ici, là, pour vulgariser ça très simplement. Mais oui, je pense c'est clair que ça a démontré ce besoin-là. Je pense que ce serait précieux pour... maintenir à plus long terme des artistes, des techniciens, etc., qui m'en s'écœurent quand même là, d'insécurité puis des variations. Voilà. Cela dit, à Québec, il n'y a personne qui peut vivre du théâtre. Non. Il n'y a pas un artiste. Tout le monde fait quelque chose à côté. Parfois, on fait quelque chose qui est assez proche de la mission principale. Je dirige un théâtre de jeunesse, un diffuseur, mais quand je fais mes fichiers Excel pour faire le budget annuel, je ne suis pas metteur en scène. Oui, c'est ça. C'est la même chose en littérature. C'est la même chose partout. Dans plusieurs. Ça, il ne faut pas non plus se leurrer là-dessus. Là. Il y a nécessairement un à-côté qui se crée complémentaire.
mais il y a matière à ce que l'à côté soit moins important pour que les artistes soient plus performants aussi, plus créatifs et plus investis encore. Mais c'est une question de reconnaissance collective de la valeur des arts. Hein? C'est ce qui est en jeu, là. Alors, est-ce que la pandémie nous permet de mesurer à quel point le Québec ou les Québécois en général là, veulent de la culture québécoise et de la culture plus largement, Odile? C'est-à-dire, je pense qu'on est quand même une société qui a des racines culturelles qui sont fragiles. On vient quand même de communautés rurales. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. On a un gros taux d'analphabétisme au Québec qui ne s'explique pas vraiment parce qu'au fond, l'école est obligatoire depuis longtemps. Ça s'expliquerait si on comprend que c'est quelque chose de structurel, que quelque chose comme... c'est comme si on voulait honorer nos ancêtres en étant des vrais Québécois qui sont pas dans la culture. La culture, c'est un peu... c'est encore perçu comme élitiste. C'est jugé élitiste pour beaucoup de monde. Une certaine forme de culture. Même les émissions... On parle de démocratisation de la culture depuis 25-30 ans maintenant. On a fait... Le gouvernement, entre autres, a lancé des initiatives. Le milieu, surtout, en a lancé. Oui, mais je pense que ça vient de plus loin que ça. Je regarde les émissions culturelles. D'ailleurs, ça tombe, les émissions culturelles à la télé, là, sur la culture pour parler de ce qui sort des arts. Et je me dis, au fond, quand ça devient pointu, tout le monde s'excuse. Il faut qu'il y ait des humoristes qui fassent partie de ça. C'est comme si tout le monde avait peur de dire ça. Écoutez, cette pièce-là, oui, elle est plus difficile, mais enfin, elle est passionnante pour telle raison. Il y a une petite crainte de ne pas être un vrai de vrai, là, un pur de Québécois. D'après moi, il y a un problème qui vient de très loin et qui fait partie de l'inconscient collectif québécois. Oui. Ça, c'est ce que je pense. Puis, évidemment, comme beaucoup de Québécois connaissent mal leur histoire, c'est difficile à comprendre d'où ça vient. J'ai l'impression qu'à la conquête, on a été trahis par... Êtes-vous d'accord avec ça, Jean-Philippe? Parce qu'on peut aussi avoir l'impression qu'on est très fiers, que beaucoup de gens sont très fiers du succès, pas uniquement des humoristes, mais aussi des cinéastes québécois, des auteurs, des gens de théâtre. Ma perception est, disons, un petit peu plus nuancée. Moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'avancées. Quand je regarde l'histoire du théâtre québécois, que je regarde mon secteur, je vois beaucoup d'avancées, mais c'est pas vrai que je vois qu'il est invité sur les grands plateaux, là, hein, assez peu. Et médiatiquement, en dehors de Montréal, il n'y a pas de salut non plus. Là. Quand on parlait tout à l'heure de diffusion hybride, là, oui, peut-être pour le TNM, mais est-ce que vraiment, à Montréal, on va écouter une diffusion hybride du Trident? J'ai des doutes là-dessus. Là. Il y a aussi toute cette équation-là. Est-ce que la pandémie nous donne un indicateur de l'amour ou du désamour pour la culture? J'ai le goût de répondre non. La pandémie ne nous donne pas d'indice là-dessus. La pandémie nous demande de survivre à ce fichu virus. Mais est-ce que ce n'est pas quand même une occasion de revoir ces pratiques, ou de création, ou de diffusion, ou les deux, ou de couverture médiatique? Oui, on a beaucoup entendu ça au début. Puis moi, les propos notamment les propos de Simon Brault au début, là, qui disait le modèle d'affaires fonctionnait pas. Oui, le directeur du Conseil des arts du Canada. Le modèle d'affaires ne fonctionnait pas de toute façon. Ça m'a profondément choqué. Moi, non, c'est pas vrai. Il y a des problèmes. Mais de là à dire qu'il faut tout mettre par-dessus bord, puis les salles de théâtre à Québec sont pleines. Beaucoup de salles à Montréal sont pleines. Moi, les spectacles que je suis allé faire là-bas, c'est sold out, là, en claquant des doigts. Ça me fascine. Les gens sont au rendez-vous. C'était pas ça il y a 15 ans, là. Il n'y avait pas une affluence comme celle-là. C'est pour ça que j'essaie de ne pas voir tout noir ou tout blanc. L'idée, c'est pas de dire « Ah, tout est beau mais alors, je m'accroche à une certaine nuance dans mon approche. On s'accroche. J'en ai des nuances, par exemple. J'en doute pas. Là. Non, je vous en pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un fond structurel qu'il faudrait voir quand même. Mais je pense que le danger de toujours dire qu'il faut se réinventer alors que c'est extrêmement dangereux parce que l'inspiration, ce n'est pas un outil. Et on confond l'outil avec l'inspiration. Si on va vers tel type d'outil, vers telle forme hybride, ça va être bon. Mais non, c'est le génie, l'inspiration.
Faut pas que ce soit obligé par du médium, ça vient pas de là, tu sais. Et puis aussi, le spectacle vivant, ça reste le spectacle vivant. Donc, il faut pas... C'est très dangereux de vouloir toujours se réinventer pour aller chercher une clientèle, alors qu'au fond, il faut aller plus vers... faut créer selon son âme, je dirais, et selon... Selon les outils qu'on Pas veut. juste les outils, mais justement, aller plus loin. Il faut rester fidèle à son inspiration. Et les outils viennent après, tu sais, en quelque part. Tout à fait. Alors, merci. Écoutez, merci. On a parlé pas uniquement d'outils, quand même. Merci beaucoup de nous inspirer, tous les deux. Et puis, on s'accroche pour la suite. Merci, Odile Tremblay. Merci, Jean-Philippe Joubert. Merci. Vous venez de voir le 5e et dernier épisode de la série Bouleversement, une série imaginée il y a déjà 1 an avec l'idée que la pandémie serait peut-être une occasion de repenser un peu notre façon d'habiter le monde, à la fois comme individu et comme collectivité. Alors, merci beaucoup aux 10 personnes qui ont accepté de venir échanger leurs réflexions avec nous. Merci aux équipes du Musée de la Civilisation et merci à vous qui avez regardé et parfois commenté les épisodes de cette série. Et pour finir, je nous souhaite de nous revoir dans une salle comme celle-ci, mais pleine cette fois. Bon été.